Le Sénat américain vient de franchir une ligne que personne n'osait vraiment toucher. Pas un rebelle. Pas un chef de guerre isolé. Un général 4 étoiles. Le fils direct du président le plus ancien au pouvoir en Afrique de l'Est, et Washington ne vise pas des missiles. Il vise une dynastie, avec des sanctions capables de geler, d'isoler, de démanteler 40 ans de pouvoir construit dans le sang. L'armée. Et l'impunité. Mais le danger n'est pas seulement en Ouganda. Le danger commence au moment où ces sanctions cessent d'être un simple outil juridique et deviennent un signal géopolitique, car ce n'est pas seulement Muhoozi, c'est la question brutale derrière lui qui décide désormais de la conséquence en Afrique. C'est ici qu'Ibrahim Traoré intervient. Pas pour défendre un homme, mais pour exposer un système. Son accusation frappe comme une lame, l'Occident ne découvre pas la répression en Afrique. Il la tolère jusqu'au moment où elle devient inutile. Pendant des décennies, Museveni a été un partenaire stratégique. Ses abus n'étaient pas un scandale. Ils étaient un détail gérable. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi frapper l'héritier au moment précis où l'ordre dynastique montre des fissures? Et quand Traoré pose cette question, il ne parle pas seulement d'Ouganda, il ouvre une brèche, parce qu'une fois que l'idée s'installe que la justice internationale est sélective, la souveraineté devient une arme. Et le silence devient complicité. Ce moment n'est pas une crise, c'est une rupture. Ce qui se joue ici n'a jamais été accidentel, ce n'est pas une réaction soudaine de Washington, c'est une accumulation pendant des années. Muhoozi Kainerugaba n'a pas seulement été un général. Il a construit une mythologie politique, il tweetait comme un chef d'État, il parlait comme un successeur déjà couronné. Il menaçait des pays voisins, effaçait ses mots. Puis recommençait. Chaque provocation n'était pas un dérapage, c'était un test des limites, un test de l'impunité, un test de la patience occidentale. Et l'Occident, longtemps, a laissé faire. Pourquoi? Parce que l'Ouganda était utile, un allié sécuritaire, un pilier militaire contre Al-Shabaab, un nœud logistique pour le contre-terrorisme régional, dans la logique froide du realpolitik. L'autocratie de Museveni était tolérable tant qu'elle servait. Mais la tolérance a une date d'expiration. Et Muhoozi. À force d'excès, l'a accéléré, les rapports s'accumulaient: exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, tortures liées aux unités sous son commandement. Ce n'était plus seulement une question de droits humains, c'était une question de contrôle dynastique. Et maintenant, Washington bouge. Le Global Magnitsky Act devient l'instrument. Gel des avoirs, interdiction de voyage, isolement total. Rarement les États-Unis frappent aussi près du cœur d'un régime allié. Ce geste n'est pas moral, il est stratégique, car sanctionner le fils, c'est fragiliser la succession. C'est envoyer un message aux élites, l'héritage n'est plus automatique. Mais c'est ici que tout bascule, parce qu'au moment où l'Amérique prétend imposer l'accountability, elle ouvre aussi la porte au soupçon. Justice ou gestion d'une dynastie devenue trop encombrante. Et une fois que cette question circule, le pouvoir occidental cesse d'être une norme, il devient une contestation. Le feu n'est plus seulement à Kampala. Il s'étend sur tout le continent. C'est ici que l'intervention de Traoré cesse d'être un discours et devient une manœuvre. Il ne blanchit pas Muhoozi. Il ne nie pas les abus, il fait quelque chose de plus dangereux. Il retourne l'arme, son message est simple, mais explosif. Si l'Occident découvre aujourd'hui l'autoritarisme ougandais, alors l'Occident ment depuis 40 ans, parce que Museveni n'a pas gouverné dans l'ombre. Il a gouverné sous protection diplomatique, sous coopération militaire, sous financement indirect. Donc, pourquoi maintenant, quand Traoré pose cette question, il ne cherche pas une réponse. Il impose une fracture cognitive. Car une fois que l'Afrique commence à croire que la justice est sélective, alors la justice n'est plus une justice. Elle devient un outil de domination. Et c'est exactement ce que la nouvelle génération de leaders militaires comprend: la souveraineté n'est pas une valeur abstraite. C'est une monnaie géopolitique. Traoré n'est pas isolé. Il est un symptôme. Mali, Niger, Guinée, partout. La même rhétorique monte: nous ne serons plus gérés, nous ne serons plus conditionnés, nous ne serons plus corrigés depuis l'extérieur,
Et c'est dans cette brèche que la Russie s'engouffre. Moscou ne défend pas Murzi par principe, Moscou exploite l'instant. Une déclaration diplomatique suffit, ingérence occidentale, justice instrumentalisée, hypocrisie néocoloniale. Ce n'est pas une indignation, c'est une stratégie. Parce que la Russie sait une chose, chaque sanction occidentale en Afrique crée un vide narratif. Et le vide narratif est une opportunité, depuis des années. Moscou étend son empreinte contrat d'armement. Accords miniers. Partenariat sécuritaire. Wagner change de nom. Pas de fonction. Le dispositif continue. L'Occident exige des réformes. La Russie offre des garanties sans condition. Et dans un monde multipolaire. Beaucoup de régimes choisissent ce qui survit, pas ce qui est vertueux. C'est là que l'affaire Murzi devient un test continental. Si les sanctions avancent, elles risquent d'accélérer l'alignement vers la Russie et la Chine. Si elles échouent, elles confirment que l'impunité reste la règle pour les alliés utiles. Dans les deux cas, l'Occident perd quelque chose, la crédibilité, et une fois que la crédibilité tombe, l'influence devient négociable. Et les règles cessent d'être universelles. Le moment est plus large que l'Ouganda. Ce qui craque, c'est l'architecture entière. Pendant un demi-siècle, l'équation était stable, l'Occident distribuait l'aide. L'Afrique acceptait les cadres, et certains régimes survivaient grâce à leur utilité stratégique. Mais aujourd'hui, cette stabilité se dissout. Coup d'État en cascade dans le Sahel. Retrait humiliant des forces françaises. Montée d'un panafricanisme militarisé, multiplication des options Russie. Chine, alliance alternative, le centre de gravité s'est déplacé. Et les sanctions contre Murzi arrivent au pire moment possible, un moment où chaque geste occidental est interprété comme un acte de contrôle. Pas de justice. C'est pour cela que Traoré est central, pas parce qu'il a raison sur tout, mais parce qu'il incarne une rupture psychologique. Il dit à haute voix ce que beaucoup murmurent, les valeurs occidentales ne sont pas constantes. Elles sont conditionnelles. Et dans un continent marqué par l'histoire coloniale, la conditionnalité ressemble toujours à une chaîne. Alors la question devient, que se passe-t-il si cette perception devient dominante, quand l'idée s'installe que la souveraineté est la seule défense? Alors les normes internationales deviennent suspectes. Les sanctions deviennent des provocations, et l'isolement devient un badge de résistance. C'est ainsi que l'ordre bascule. Washington pensait punir un individu, mais il risque de légitimer un mouvement. Parce que sanctionner l'héritier d'un allié, c'est envoyer un double signal au peuple, regardez, nous imposons enfin des limites. Au régime, vous êtes remplaçable. Et c'est exactement ce que Moscou et Pékin exploitent, l'idée que l'Occident n'est fidèle qu'à ses intérêts. Mais il y a un paradoxe. Si les sanctions avancent, elles nourrissent les récits d'ingérence. Si elles reculent, elles confirment la lâcheté morale. Dans les deux scénarios, l'infrastructure de confiance s'effrite. Et pendant que le monde débat, l'Ouganda lui-même devient instable. Museveni a 80 ans, 40 ans de règne. Un système construit sur la continuité. Murzi n'était pas seulement un fils, il était un projet de succession. Promotion rapide. Contrôle des unités d'élite. Branding politique soigneusement orchestré. Mais si ce projet est coupé de la légitimité internationale, alors l'élite ougandaise recalculera. Car une dynastie n'est jamais invincible. Elle tient jusqu'au moment où le coût dépasse l'intérêt. Et ce moment pourrait être maintenant. C'est ici que la crise devient irréversible, parce qu'au fond, la question n'est pas « Murzi sera-t-il sanctionné ?» La vraie question est que signifie sanctionner un héritier dans une Afrique où les héritiers étaient longtemps intouchables. Pendant des décennies, certains régimes ont survécu non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient fonctionnels. Ils maintenaient l'ordre. Ils combattaient les ennemis désignés. Ils garantissaient la stabilité aux partenaires occidentaux. Et tant que cette stabilité existait, la répression était traitée comme un bruit de fond. Mais aujourd'hui, le bruit est devenu trop fort. Les abus documentés. Les opposants enlevés. La frontière effacée entre sécurité nationale et protection dynastique, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cela n'est plus rentable à ignorer. Donc, Washington agit. Mais l'acte n'est pas pur. Il n'est jamais pur, car sanctionner Murzi maintenant
après des décennies de tolérance, produit une conséquence immédiate. Quand X est accepté pendant 40 ans, Y devient normal. Et quand Y devient normal, le réveil soudain ressemble toujours à une manipulation. C'est précisément ce que Traoré exploite. Il ne dit pas « Mouhouzi est innocent ». Il dit « Pourquoi cette morale surgit-elle seulement quand cela sert vos intérêts ?» Et cette question est une bombe, parce qu'elle touche une vérité structurelle, la justice internationale. Dans la pratique, suit souvent la géographie du pouvoir. Ce n'est pas seulement l'Ouganda. Combien de chefs militaires ailleurs ont commis des abus comparables avec un soutien occidental intact? Pourquoi celui-ci? Maintenant, pourquoi ce fils et pas les autres? L'ambiguïté devient du carburant, et cette ambiguïté ouvre 3 futurs possibles. Premier scénario, les sanctions passent, Mouhouzi est isolé. Son accès au système financier est gelé, son image internationale s'effondre, mais le coup est continental. Car si l'Afrique interprète cela comme une sanction politique, pas juridique, alors la réaction ne sera pas la réforme. Ce sera le réalignement. Plus de gouvernements chercheront des partenaires sans condition, plus d'accords sécuritaires se feront hors du cadre occidental. Plus de récits anti-occidentaux deviendront dominants. Deuxième scénario, les sanctions échouent ou sont édulcorées. Et là, le message est encore plus destructeur. L'Occident menace, mais recule. L'impunité demeure si l'alliance est utile. Dans ce cas, la crédibilité des mécanismes de droits humains s'effondre, ils deviennent, aux yeux de beaucoup, de simples outils d'opportunité. Troisième scénario, le silence continue. Ni sanction décisive, ni rupture claire, juste une pression diffuse. Et c'est souvent le pire, parce que l'instabilité se prolonge. Les factions internes en Ouganda recalculent, les opposants voient une ouverture. Le régime durcit la répression. Une dynastie sous pression ne se réforme pas, elle se verrouille. C'est là que la crise devient domestique. Le parti au pouvoir n'est pas monolithique. L'armée n'est pas un bloc unique. La jeunesse ougandaise est frustrée par le chômage, la stagnation, l'absence d'avenir. Les sanctions ne sont pas seulement une mesure extérieure, elles deviennent un paramètre interne. Elles modifient les loyautés, elles modifient les ambitions, elles modifient la succession. Et quand une succession devient incertaine, tout le système tremble. C'est pour cela que ce moment n'est pas une histoire de sanctions, c'est une ouverture. Une ouverture où l'Afrique teste ses marges, où l'Occident teste ses limites, où la multipolarité cesse d'être une théorie et devient une réalité brutale. Réfléchissez à ceci: si les anciennes règles s'effondrent, qui écrira les nouvelles? Ce qui rend ce moment si instable, c'est qu'il n'offre aucune résolution propre. Chaque issue est un coup, chaque choix est un signal, et c'est exactement pour cela que l'affaire Mouhouzi devient un miroir de la nouvelle politique africaine. L'Occident croyait encore pouvoir calibrer l'influence, punir sans perdre, sanctionner sans provoquer, corriger sans repousser. Mais cette époque se ferme parce qu'une Afrique avec des alternatives n'est plus une Afrique gérable. Une Afrique qui doute n'est plus une Afrique docile. Traoré l'a compris, il ne réduit pas la question à un homme, il la transforme en système. Et plus il parle, moins il nomme Mouhouzi. Plus il nomme l'architecture la souveraineté conditionnelle, l'hypocrisie stratégique, la justice appliquée comme levier. C'est une critique qui circule vite, parce qu'elle n'est pas abstraite, elle correspond à une mémoire collective. Intervention militaire, accords imposés, aide conditionnée, autoritarisme soutenu tant qu'ils étaient stables. Ainsi, la sanction devient plus qu'une sanction, elle devient une épreuve narrative. Qui contrôle la définition de la justice? Qui contrôle la légitimité? Et c'est ici que la multipolarité devient dangereuse. Parce que dans un monde multipolaire, chaque crise est un marché. L'Occident propose la discipline. La Russie propose la protection. La Chine propose l'infrastructure. Et les régimes choisissent ce qui maximise leur survie. Ce n'est pas moral, c'est structurel. Donc, si Washington impose des sanctions, il doit accepter une conséquence, le recul de son monopole symbolique. Car une fois que l'Afrique voit que d'autres puissances existent, l'Occident n'est plus le juge ultime. Il devient un acteur parmi d'autres et l'Ouganda, au centre.
devient vulnérable. Museveni vieillit, le système repose sur une continuité dynastique, mais la dynastie est maintenant exposée. Sanctionner Muhoozi, c'est fissurer la succession. Et quand une succession fissure, les élites bougent. Ceux qui hier étaient loyaux par intérêt peuvent demain être loyaux par calcul inverse. L'armée peut se fragmenter. Le parti peut se diviser. L'opposition peut respirer. Ce qui était verrouillé peut redevenir contesté. Et c'est cela. La volatilité, ce n'est pas une bataille diplomatique. C'est une variable qui s'insère dans une équation interne déjà instable. Le monde regarde la sanction. Mais l'Ouganda regarde la survie. Et dans ce genre de moment, la question n'est jamais que dit Washington. La question est qu'est-ce que Kampala comprend? Parce que lorsqu'un régime sent que le soutien extérieur n'est plus garanti, il se radicalise ou il se fracture. Dans les deux cas, le prochain chapitre ne sera pas tranquille. Nous approchons du point où les noms comptent moins que les forces. Muhoozi n'est plus seulement un individu, il est devenu un symbole involontaire. Un symbole de ce qui arrive quand le pouvoir hérité rencontre une Afrique qui change. Et un Occident qui ne contrôle plus totalement le récit. Car ce moment révèle une vérité inconfortable. Les règles qui ont gouverné la politique africaine pendant 50 ans sont en train d'être réécrites avant. L'influence occidentale reposait sur 3 piliers, l'aide, la sécurité, la légitimité internationale. Aujourd'hui, ces piliers se fissurent, l'aide n'est plus exclusive. La sécurité peut être externalisée ailleurs. La légitimité est contestée par de nouvelles alliances, et quand ces piliers tombent, l'ordre ancien perd sa prise, Traoré n'est pas la solution. La Russie n'est pas un sauveur. Les sanctions ne sont pas une moralité. Ce sont des instruments dans une compétition narrative globale. Ce que nous voyons, c'est un continent qui refuse de rester dans le rôle assigné, refuse d'être un théâtre, refuse d'être un terrain d'application des principes des autres, et cette rupture produit une pression immense. Si les sanctions deviennent normales, alors les dynasties devront se protéger différemment. Si la souveraineté devient un cri dominant, alors les normes internationales devront se redéfinir. Si le silence continue, alors l'instabilité deviendra permanente. Chaque option a un prix, et c'est cela qui rend ce moment impossible à oublier. Il n'y a pas de sortie propre, seulement des rééquilibrages. L'Ouganda n'est qu'un point de départ. La question est continentale. Qui décidera des conséquences à l'avenir? Les institutions occidentales, les alliances alternatives, les peuples eux-mêmes ou les militaires qui prétendent parler en leur nom? La crise Muhoozi n'est pas un événement isolé, c'est une faille. Une faille où l'ancien monde perd son autorité et où le nouveau monde n'a pas encore de forme stable. Ce que nous venons de voir n'est pas une fin, c'est une ouverture. Une ouverture où l'Afrique cesse d'être un espace administré et devient un espace disputé, choisi, revendiqué. Le Sénat américain pensait sanctionner un homme. Mais il a peu être déclenché un débat que personne ne pourra refermer. Parce qu'une fois que la question est posée qui décide des conséquences, elle ne disparaît plus. Si l'Occident impose sa justice, il risque de perdre son influence. Si l'Occident recule, il perd sa crédibilité. Et si l'Afrique accepte sans discuter, elle perd son futur. Voilà la pression réelle. Traoré a compris que l'enjeu n'est pas Muhoozi. L'enjeu est le droit de définir la souveraineté dans un monde où les empires moraux se fragmentent. La Russie l'a compris aussi, chaque contradiction occidentale est une porte d'entrée, et l'Ouganda est maintenant un laboratoire. Un laboratoire où la succession dynastique, la colère populaire, la rivalité mondiale se rencontrent dans un même point de tension. Ce moment n'a pas de conclusion simple, il n'a que des choix, et c'est là votre place. Maintenant, comme auditeur, ne regardez pas cela comme une affaire lointaine, regardez-la comme un avertissement. Parce que quand les anciennes règles cessent d'exister, ceux qui n'écrivent pas les nouvelles les subiront. Réfléchissez, discutez, et demandez-vous dans cette Afrique qui se réveille, qui parlera au nom de la justice, et à quel prix.